Bonsoir, il y a des animaux qui ont l'air affectueux comme ça parce qu'ils se collent à nous mais qu'il faut éviter d'adopter, ce sont les tiques. Elles sont infectées par des maladies qu'elles transmettent en mordant. Le nombre de victimes augmente dans les zones tempérées, on fera le point tout à l'heure. Pour commencer, nous allons parler du contenu de cette petite fiole, un curieux médicament oublié durant un demi-siècle dans les méandres de l'histoire. Jusqu'à la fin des années 40, le risque de mourir d'une banale otite ou d'une simple coupure au doigt était bien réel. Le système immunitaire n'est pas toujours capable de faire face aux bactéries qui l'agressent. La découverte puis la généralisation des antibiotiques a tout changé et permis de sauver des millions de vies. Mais on le sait, les bactéries deviennent de plus en plus résistantes, à tel point que la protection fournie par les antibiotiques pourrait bientôt faire figure de parenthèse dans l'histoire de la médecine. Pour les infectiologues, le scénario est effrayant, mais il existe peut-être une parade. Elle vient des pays de l'Est et intrigue de plus en plus de chercheurs. Un reportage de Yannick Tenay et Mario Fossati. Dans les années 20, des biologistes et des médecins ont développé un antibactérien naturel. Puis, la méthode est tombée dans l'oubli, effacée par l'arrivée des antibiotiques. Pourtant, ce savoir a survécu, à l'Est, dissimulé derrière le rideau de fer, protégé par Staline et par les dirigeants qui l'ont suivi à la tête de l'URSS. Aujourd'hui, la guerre froide est finie. Mais c'est à une toute autre guerre que cette méthode de soins pourrait participer. Celle qui oppose l'homme aux bactéries. Dans tous les hôpitaux de la planète, le constat est le même. De plus en plus de patients sont porteurs de germes face auxquels la médecine est devenue impuissante. Maintenant, on arrive un petit peu au bout du tunnel, puisqu'il y a des bactéries qui sont résistantes à l'immense majorité des antibiotiques qu'on connaît, d'une part, et d'autre part, le pharma produit beaucoup moins de nouvelles molécules. Puis quand on fait des statistiques, on s'aperçoit que, globalement, les souches deviennent de plus en plus résistantes. Donc on va avoir besoin de trouver des alternatives, soit de nouveaux antibiotiques, soit alors de trouver de nouvelles méthodes de traitement qui permettent de compléter cette absence relative d'antibiotiques. Les mêmes gestes, 5 fois par semaine depuis 21 ans. Hervé Jackson est atteint de mucoviscidose. Le mucus qui envahit ses poumons l'empêche de respirer et génère une infection respiratoire chronique. Il y a encore 4 ans, il n'aurait pas eu la force de témoigner. J'étais dans un état assez dégradé, on va dire. Ma journée se résumait à aller du lit au canapé, du canapé au lit. Je crachais énormément. Je crachais l'équivalent d'un gobelet plein par jour. Aujourd'hui, je crache 4 à 5 fois moins. J'avais aucune vie sociale, je pouvais pas trop sortir. On va dire que j'étais soumis aussi à de très nombreuses cures d'antibiotiques intraveineuses, avec des très fortes doses d'antibiotiques et tous les effets secondaires qui existent. Et en plus de ça, avec mes résistances bactériennes, ça n'avait quasiment aucun effet. Donc j'étais entre guillemets en impasse thérapeutique. Et voilà quoi, mon état pulmonaire se dégradait de mois en mois, donc j'étais vraiment pas bien quoi. On va dire que c'était pas l'avenir, ça s'annonçait plutôt sombre. Sombre jusqu'en 2009. Contre l'avis de ses médecins, Hervé essaie alors un autre traitement, inconnu en Europe. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fiole ? Alors c'est un cocktail de bactériophages pour traiter mon infection bactérienne pulmonaire. Mais quel est le principe ? Ça fonctionne comment ? Donc en fait, ce sont des virus qui viennent attaquer les bactéries dans mes poumons et qui se multiplient à l'intérieur de cette bactérie, qui la font exploser et qui se répandent autour et attaquent les autres bactéries, et ainsi de suite, quoi. L'environnement est le théâtre d'une lutte permanente.
Un combat entre les bactéries et les virus. Sans ces virus, la Terre serait probablement couverte d'une épaisse couche de bactéries. Ces virus, inoffensifs pour l'homme, s'appellent les bactériophages. À l'université de Genève, on enseigne aux futurs pharmaciens à capturer ces virus. Nul besoin d'aller loin. Une rivière, l'Arve, coule devant le bâtiment universitaire. Une rivière bien trouble, comme les aiment les bactéries et les phages. Les phages, c'est des virus qui sont spécifiques pour une bactérie donnée. Alors le phage, pour infecter la bactérie, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, première étape, c'est de trouver des récepteurs sur la bactérie. On appelle ça l'adsorption. C'est une étape qui est essentielle pour l'infection de la bactérie. Une fois arrimé au récepteur, le phage injecte ses gènes à l'intérieur de la bactérie et en prend le contrôle. Il va ainsi la transformer en une sorte de photocopieuse à virus. En quelques minutes, une centaine de nouveaux bactériophages sont ainsi produits. Sous la pression, la bactérie finit par exploser et disperser les virus autour d'elle. Et ils sont prêts à infecter les bactéries voisines qui se retrouvent dans l'environnement. S'il n'y a pas de bactéries qui sont là, les bactériophages y restent, c'est des particules qui sont relativement stables, qu'on peut récupérer dans l'environnement. Et c'est pour ça que dans l'eau de lave, on arrive à récupérer beaucoup de bactériophages. Vous prélevez 10 ml, vous filtrez dans le tube Falcon. Et attention au travail stérile. Pour les étudiants, le but de l'exercice est d'isoler dans l'eau de la rivière des phages capables de détruire des bactéries pathogènes. Donc certains binômes vont avoir Escherichia coli, d'autres, on leur a donné Pseudomonas. L'eau est d'abord filtrée pour en éliminer toutes les particules à l'exception d'éventuels virus. Ensuite, on y ajoute une culture de bactéries et un peu de nourriture pour qu'elles se multiplient. Si le bactériophage recherché se trouve dans le flacon, il va se multiplier à grande vitesse, profitant de la présence des bactéries. Il ne reste plus qu'à laisser ce mélange incuber durant toute la nuit. Dans cet exemple filmé en accéléré durant 12 heures, chaque tache transparente qui apparaît indique que des bactéries sont en train d'être détruites par des virus. Plus le temps s'écoule, plus cette destruction progresse. Après une nuit d'incubation, il ne reste donc plus qu'à vérifier le résultat. Une goutte du mélange est déposée sur une culture de bactéries. Ensuite, on attend quelques heures et on rend les travaux aux étudiants. Exercice réussi. Ils viennent d'isoler des médicaments capables de traiter une gastro-entérite ou une plaie infectée. Quand les étudiants en pharmacie font ce genre d'expérience, c'est un peu pour leur montrer que probablement dans quelques années, dans leur officine, ils vendront des petites fioles qui contiennent des cocktails de bactériophages et qui pourront être utilisés pour traiter des infections. La méthode s'appelle la phagothérapie. Depuis 4 ans, Hervé y a recours à raison de 3 séances par mois. Ces virus, il est allé les chercher à plus de 4000 km de chez lui, en Géorgie. Et comment vous avez eu connaissance alors de la phagothérapie? En fait, c'est en voyant un reportage à la télévision, tout simplement, sur un Américain qui avait une plaie au genou et qui partait en Géorgie se faire soigner et qui repartait en marchant. Sur ce, j'ai pris la décision de prendre contact avec la Géorgie et d'essayer de voir s'il y avait quelque chose à faire pour mon cas, quoi. La Géorgie, un pays situé entre la Russie et la Turquie, bordé par la mer Noire et par le Caucase. C'est à Tbilissi, sa capitale, qu'Hervé s'est rendu en février 2009. Du temps de l'URSS, la petite république était surtout connue pour avoir vu naître Staline, mais également pour la qualité de ses vins et pour la douceur de ses stations balnéaires où se rendaient les cadres du parti. L'histoire a failli oublier que c'est à Tbilissi qu'en 1923 a été créé l'Institut Eliava, du nom de son fondateur, Georges Eliava, un microbiologiste convaincu du potentiel thérapeutique des phages. Le lieu a survécu à 9 décennies d'une histoire mouvementée. Et s'il emporte les cicatrices, il témoigne aussi de l'âge d'or de la phagothérapie, entre la fin des années 20 et la Seconde Guerre mondiale. C'est un Français, Félix Derel, qui en 1917 remarque que quelque chose détruit des bactéries. À l'époque, les microscopes ne permettent pas de voir les virus. Mais peu importe,
le chercheur a une intuition et il lui donne un nom, le bactériophage. C'est quelqu'un qui était extrêmement curieux, très intuitif et qui a eu cette espèce de révélation géniale quand il a découvert le bactériophage et ce principe. Derrel développe alors une méthode de soins et part l'enseigner à travers le monde. Notamment en Géorgie, à l'Institut Eliava, où il séjournera 2 ans. Dans les années 20 et 30, des labos pharmaceutiques commencent à produire des millions d'ampoules de phages. Mais cet essor connaîtra un arrêt brutal avec la découverte des antibiotiques. Les firmes qui, à l'époque, fabriquaient des bactériophages thérapeutiques n'avaient pas un contrôle que l'on connaît aujourd'hui extrêmement précis sur l'activité de ce qu'ils fabriquaient. On s'amusait à traiter tout et n'importe quoi à l'époque avec des bactériophages qui apparaissaient comme miraculeux. Donc il y a eu des erreurs de fait. Et puis, surtout, je pense que les antibiotiques arrivant dans les années 40 et juste après la Deuxième Guerre mondiale ont permis d'avoir un usage extrêmement facile des traitements anti-infectieux. La fin de la Seconde Guerre mondiale marque l'abandon de la phagothérapie. Mais pas partout. En 1945, le monde est coupé en 2 et les histoires se séparent, y compris dans le domaine médical. À l'Est, l'Institut Eliava est maintenu et devient le centre de production des bactériophages pour toute l'Union soviétique. Ici, les antibiotiques sont arrivés vers les années 50. Donc, entre-temps, la recherche sur les phages et la production de phages était devenue florissante. L'Union soviétique était un pays plutôt étrange. Tout venait d'en haut. Les dirigeants du système soviétique ont donc compris que les phages étaient bons. Et l'armée soviétique, durant les années 60, 70 et 80, a toujours employé les phages dans un but prophylactique. Les phages ont parfaitement fonctionné à cette époque-là. Ils ont fait baisser le risque de tomber malade pour une multitude de personnes par ici. À l'éclatement de l'Union soviétique, l'Institut a failli ne pas survivre à la perte de son principal client. Des laboratoires ont été fermés, des locaux loués à des entreprises privées. Mais depuis 2009, la Géorgie est entrée dans une nouvelle alliance géopolitique. Désormais, c'est le département de la défense américain qui finance la restauration du bâtiment. Demain, peut-être, les phages soigneront les GIs. Malgré les aléas de l'histoire, la phagothérapie a toujours fait partie de la pratique médicale en Géorgie. À Tbilissi, ce que les habitants connaissent avant tout, c'est ce centre d'analyse et de diagnostic. Suivant. Approchez-vous, asseyez-vous ici. J'ai oublié de vous demander, vous êtes à jeun? Est-ce que le traitement va avoir un impact sur l'enfant? Quand on allait, normalement, on déconseille de prendre des antibiotiques. Ça m'inquiète. En fait, ça dépend de quelles bactéries on va trouver. Il y a certaines bactéries contre lesquelles il faut prendre des antibiotiques, ça dépend. Mais si vous n'avez pas de contre-indication, je vous conseillerais de commencer avec les phages. Ils sont moins dangereux. Les antibiotiques agissent plus vite, c'est vrai, et les phages plus lentement. Mais avec les phages, il y a moins d'effets secondaires. C'est pour cette raison que, comme vous allaitez, je vous conseille d'essayer d'abord avec les phages. Otite, gastrite, plaies mal soignées, infections gynécologiques ou pulmonaires, les indications sont nombreuses et la consultation ne désemplit jamais. C'est ici qu'Hervé Jackson s'est présenté en février 2009. À l'époque, il ne pesait plus que 48 kilos. Je ne savais pas trop où j'allais, il y avait très peu de personnes qui avaient été traitées par bactériophage à l'époque, donc c'était un peu le brouillard, on va dire. La prise en charge a été plutôt bonne, et le traitement a commencé, disons, 3 jours après. Voilà. 3 jours, c'est le délai nécessaire pour poser le diagnostic et déterminer le traitement approprié. La première étape consiste à mettre en culture les bactéries prélevées sur le patient.
Il s'agit d'identifier la responsable de l'infection. Jusque-là, rien ne diffère de ce que l'on pratique ailleurs dans le monde. L'originalité de la méthode vient ensuite. Conserver dans de simples réfrigérateurs la collection de l'Institut, son trésor. 15 000 bactériophages différents. Chacun répertorié et testé en fonction de sa capacité à détruire une souche précise de bactéries. Ces phages, d'habitude, sont sélectionnés pour les préparations que nous produisons commercialement dans notre institut. Et d'habitude, les préparations de phages sont des mixtures de différents phages parce que ça renforce l'efficacité des préparations. On appelle cela des cocktails de phages. En s'appuyant sur ses 80 ans d'expérience, l'Institut en a mis au point plusieurs. Il suffit de les tester sur les germes qui infectent le malade et d'attendre quelques heures pour savoir lequel employer. Actuellement, l'Institut Eliava produit une dizaine de cocktails différents disponibles dans les pharmacies. Prenez-les matin et soir. Vous en avez pour 5 jours. À la différence des antibiotiques, les phages détruisent uniquement les mauvaises bactéries qui sont dans notre organisme. Ils préservent les bonnes. Les antibiotiques, eux, ne font pas la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries. De ce point de vue, il me semble que les phages présentent un net avantage. J'ai fait le traitement en fait à l'hôtel, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de structure clinique, on va dire, pour accueillir les patients. Après quelques jours où j'étais vraiment pas bien du tout, j'ai réussi à cracher toutes les bactéries qui étaient mortes en fait, dans mes poumons durant le traitement. Et à partir de ce moment-là, oui, j'ai senti vraiment les effets positifs des bactériophages, avec une sensation du mieux respirer, une saturation qui était bien meilleure. Voilà, c'était des couleurs qui revenaient sur le visage. Après, j'ai pu prendre un emploi, donc... j'ai pu reprendre un peu le sport, j'ai pu faire plein de choses que je ne pouvais plus faire jusque-là, quoi. Ça m'a vraiment donné un second souffle, ça, il n'y a aucun doute, quoi. À leur découverte, les antibiotiques présentaient tous les avantages. Simple d'usage, très efficace et facile à produire en quantité industrielle. Pourtant, la phagothérapie n'a pas disparu du jour au lendemain. À Vevey, par exemple, les laboratoires Safal produisaient encore des cocktails de phages dans les années 60. Et en France, l'Institut Pasteur a continué longtemps à fournir des virus aux médecins qui le demandaient. Finalement, les dernières collections de phages ont été jetées à la poubelle dans les années 80 et la phagothérapie a cessé d'être enseignée aux médecins. Aujourd'hui, à l'Ouest, tout est donc à réinventer et la question est de savoir comment réintroduire la phagothérapie dans l'arsenal thérapeutique. A priori, il semblerait logique d'importer le savoir-faire développé dans les pays de l'Est. Mais ce n'est pas si simple, on n'efface pas un demi-siècle d'histoire médicale séparée comme on signe une ordonnance. Longtemps, les bactériophages n'ont été qu'une hypothèse. Aucun microscope n'était assez puissant pour permettre de les voir et donc de vérifier leur existence. C'est l'arrivée du microscope électronique à la fin des années 40 qui a permis de lever le doute. Par la suite, les chercheurs ont fait une autre découverte. Les phages ne se comportent pas tous de la même manière. Certains peuvent faire muter les bactéries plutôt que de les tuer. Il y a deux types de phages. Il y a les phages lytiques qui détruisent donc les bactéries, et les bactériophages tempérés qui vont pouvoir s'intégrer dans le génome de la bactérie et puis leur apporter des nouvelles caractéristiques et finalement ne pas vraiment les détruire. Alors le mauvais scénario, ce serait qu'on ait un bactériophage comme dans la nature qui peut s'intégrer dans le génome d'une bactérie et qui va lui conférer une nouvelle virulence X. La crainte de ce mauvais scénario explique en partie pourquoi à l'Ouest on hésite à employer la phagothérapie. Alain Dublanchet a pourtant franchi le pas en 2001. À l'aide de cocktails ramenés d'un voyage en Russie, il traite plusieurs patients en situation désespérée avec succès. Pourtant, la plupart de ses confrères le traitent d'inconscient. Les phages font peur. Ils ont une connotation aujourd'hui dans les nouvelles générations
de vecteurs de gènes, c'est-à-dire ils sont utilisés comme ça dans les laboratoires, et ce qu'on me dit, mais attention, tu es très dangereux dans ce que tu fais, tu vas vectoriser des gènes dangereux de virulence, de résistance, etc., etc. Rendre les bactéries plus dangereuses au lieu de les éliminer. En théorie, le risque existe. Mais dans la pratique, l'expérience géorgienne semble plutôt rassurante. C'est dû à l'ignorance, parce qu'il n'y a eu aucun effet secondaire durant les années et les années où nous avons employé les phages. Pas un seul cas d'effet secondaire. Nous avons l'expérience d'avoir soigné et sauvé des millions de personnes durant ces années. Et ça a toujours très bien fonctionné. Dans la bibliothèque de l'Institut, des milliers de pages témoignent de cette expérience. Tout un savoir accumulé au fil de la guerre froide, mais qui ne sera jamais publié à l'Ouest. En effet, ces études n'obéissent pas aux critères en vigueur dans le monde scientifique occidental. On manque de connaissances pour pouvoir simplement dire on va prendre ceci et on va l'utiliser chez nous. Il nous faut pouvoir convertir cette connaissance dans quelque chose qu'on connaît bien et se décider à quel moment on va les utiliser, comment on va les utiliser, est-ce qu'on peut les utiliser avec un antibiotique, etc. Bien définir la phase de transition. Il y a beaucoup de choses encore à compléter dans nos connaissances avec nos exigences de sécurité. Une des premières études cliniques réalisées selon des critères occidentaux vient d'être lancée à Lausanne. Grégory Reich est biologiste, Yokai Kwe est médecin. Ensemble, ils gèrent le volet suisse d'une étude financée par la Commission européenne et coordonnée par le service de santé des armées françaises. L'étude s'intitule PhagoBurn. Son but, employer la phagothérapie pour soigner les grands brûlés. Si on regarde l'historique de la prise en charge des grands brûlés, au début, ces patients ils mouraient de déshydratation, si on veut, puisqu'ils avaient perdu la peau, ils suintaient et tout le liquide sortait de leur corps et sortait de la circulation. Et puis, en fait, ils mouraient en état de choc. Maintenant, on sait très bien réanimer ces patients. Donc, dans la phase initiale, on leur donne énormément de liquide. Et avec ça, ils passent, en fait, ce premier cap. Passé ce premier cap, vient la reconstruction de la peau. Un travail lent et délicat, effectué au rythme des cultures de cellules et des poses de greffe. Des mois durant lesquels le patient est extrêmement vulnérable. Le patient est en fait sans barrière. Il y a un grand risque d'attraper en fait les microbes qui se trouvent dans l'environnement hospitalier, ce qui veut dire qu'il risque d'avoir des microbes qui sont de plus en plus résistants. En plus, pour traiter les infections qu'il a, on utilise des antibiotiques et plus le temps passe, plus ces bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Donc il peut arriver parfois que les patients meurent d'infections à des bactéries qui sont multirésistantes après un séjour de plusieurs mois dans un centre spécialisé pour traitement des grands brûlés. Pour cette étude, les bactériophages viendront d'un laboratoire français. Et avant toute chose, le génome des virus sera entièrement séquencé afin de s'assurer qu'aucun gène dangereux ne puisse être transmis aux bactéries. Une précaution jugée indispensable. Au niveau de la préparation des bactériophages, il faut que ce soit vraiment fait dans les standards occidentaux, ce qui n'est pas fait actuellement en Géorgie. C'est pour ce genre de raisons que nous faisons ce genre de projet pour vraiment valider la phagothérapie avec nos standards occidentaux. Les résultats de cette étude ne sont pas attendus avant 2 ou 3 ans. Un temps sans doute nécessaire pour que l'on puisse adopter la phagothérapie en toute sécurité. Mais pour de nombreux patients, ce délai est tout simplement trop long. Chaque année en Europe, on estime à 25 000 le nombre de personnes qui décèdent d'une infection résistante aux antibiotiques. Jérôme Larcher dirige le service de réanimation de l'hôpital de Narbonne. Il préside aussi Phage Espoir, une association qui se bat pour développer l'usage de la phagothérapie. Jérôme est le frère d'Hervé. Il l'a accompagné lors de son voyage en Géorgie pour le soutenir et s'assurer qu'il soit bien pris en charge. À son retour, il a décidé de ne pas en rester à cette seule expérience. Surtout ce qui manque aujourd'hui, c'est un encadrement médical, un encadrement éthique de l'utilisation de ces bactériophages pour que ce soit fait en milieu hospitalier de manière complètement transparente, aussi bien vis-à-vis des patients que vis-à-vis des autorités sanitaires. Et aujourd'hui, on n'a pas les conditions pour le faire de manière suffisamment bonne. Donc notre travail et notre plaidoyer, c'est vraiment de pousser à ça, c'est-à-dire on ne veut pas faire de phagothérapie dans la cave, on veut en faire dans les lits, à l'hôpital, au vu et au su de tous,
pour les patients. Sorry. I must clean. C'est la première fois que je me fais toucher la jambe et ma plaie, quoi. Alors, c'était douloureux. Et là, il doit me faire un prélèvement. En novembre 2012, Serge Fortuna décide de partir seul en Géorgie et de filmer son voyage. Une dernière tentative pour sauver une jambe, la gauche, infectée depuis 37 ans par un staphylocoque doré suite à un accident de moto. Si aujourd'hui il marche, cela n'a pas toujours été le cas. En 37 ans, il a subi 39 opérations, en vain. C'est ce que l'on appelle une impasse thérapeutique. On avait tenté toutes sortes de greffes, notamment la dernière, la plus douloureuse, la plus pénible, ça a été la greffe de mon mollet sur le tibia, après avoir subi déjà 3 greffes de peau. Et là, cette greffe-là a échoué encore une fois, et quand j'ai vu cette mutilation, parce que là c'était vraiment une grosse mutilation, quand j'ai vu partir mon mollet à la poubelle, quoi, et qu'on m'a dit qu'il fallait peut-être encore une fois tenter de greffer le dorsal, là j'ai complètement refusé, quoi. Je ne voulais pas être plus handicapé que ce que j'étais à ce moment-là, quoi. C'est vous qui avez demandé l'amputation? Oui. Oui, parce que je me suis dit que à 55 ans, bon, après avoir passé la moitié de mon existence à m'occuper de cette jambe, pour moi la seule solution c'était de m'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Là où j'en étais, de toute façon, j'aurais fait n'importe quoi. Quelques semaines avant l'amputation, un ami lui signale un documentaire sur la Géorgie. Il le visionne plusieurs fois, fait quelques recherches sur Internet et quitte Avignon pour Tbilissi. C'était le grand saut. J'avais une adresse dans la poche, une seule adresse, et puis un article du Monde où on parlait de la phagothérapie, et où il y avait une photo du docteur Dublanchet. Voilà, j'avais que ça, quoi. L'adresse est celle d'un petit cabinet médical privé. Il n'a pas de rendez-vous. Peu importe. Pour 2 000 $, on accepte de le prendre en charge. Le traitement doit durer 20 jours. Donc on avait commencé les pansements tous les 2 jours. Et à partir de ce moment-là, presque, j'ai pu constater quasiment à vue d'œil, quoi, cette plaie qui se refermait, quoi. J'avais presque du mal à y croire. Presque du mal à y croire. Et au bout du 20e jour, quoi, la plaie était quasiment fermée. Et j'avais une pêche d'enfer, quoi. En réalité, aujourd'hui, je suis guéri momentanément, on va dire. Je n'ai plus d'infection. Mais si, par malheur, il se remanifestait à nouveau, ben, je sais quoi faire et où aller. Voilà. Donc c'est vraiment le dernier de mes soucis, quoi. Guéri, mais en colère. Serge Fortuna ne comprend pas pourquoi aucun médecin ne lui a jamais parlé de la phagothérapie. Alors, depuis son retour en France, il tente de faire passer un message à ceux qui sont dans la même situation que celle où il était il y a 1 an. Il existe une petite porte dans le mur de l'impasse thérapeutique. Pour l'instant, elle mène en Géorgie. Il y a quand même 90 ans d'utilisation dans les pays d'Europe de l'Est. J'ose à penser que si vraiment ça posait des soucis énormes ou une inefficacité systématique, il ne l'aurait pas poursuivi. Maintenant, pour les patients pour lesquels il n'y a plus rien à faire, tentons-le. Alors après, on peut toujours se faire peur, mais sauf que les gens continuent d'être infectés, continuent de mourir, et qu'on ne leur apporte pas des solutions thérapeutiques. Moi, je crois qu'il faut aller de l'avant. Si après évaluation, ça ne marchait pas, eh ben, on se rabattra sur d'autres pistes. Mais aujourd'hui, compte tenu de toutes les données à disposition, ne pas en tenir compte, c'est ça le vrai problème. Pour l'instant, les grands laboratoires pharmaceutiques semblent peu enclins à investir dans la recherche sur la phagothérapie.
Premièrement, le modèle économique est incertain. Les phages sont des entités biologiques présentes naturellement dans l'environnement et donc difficiles à protéger par un brevet. En d'autres termes, ils appartiennent à tout le monde et dans la logique de l'industrie, ce qu'on ne peut pas s'approprier n'a pas tellement d'intérêt. Deuxièmement, nous n'avons pas une image très positive des virus. Concrètement, ça signifie que l'avenir de la phagothérapie va dépendre de la capacité des patients et des médecins à convaincre les autorités sanitaires de consacrer des fonds à cette alternative aux antibiotiques. La guerre froide, c'est du passé. Deuxième reportage, les